souhaiter la bienvenue à toutes et à tous au sein de cet établissement. Nous sommes très honorés et très heureux de vous recevoir pour cette conférence qui sera animée par M. Bismillahima. C'est un honneur que nous fait. Le fait qu'il soit là témoigne son amour pour cette école, son amour pour cette école publique. Je le remercie. Je tiens à féliciter l'association des alumni de cette exécutif immobilier leadership et gouvernance d'avoir pensé à cette manifestation, d'avoir bien choisi le thème qui colle parfaitement avec notre exécutif immobilier. La gouvernance locale, c'est une thématique importante. Je vous félicite aussi pour le choix de la personne qui va animer cette conférence, un homme d'État, Sidi Souhima. Encore une autre fois, merci Sidi Souhima d'avoir accepté d'être là. C'est un honneur pour nous et très bonne conférence à toutes et à tous. Oui, je m'associe aux félicitations pour M. le directeur, mais c'est aussi une grave responsabilité. Il faut qu'il sache qu'il y a des observateurs extérieurs qui sont très, intéressés par le développement de cette école, sa renommée, n'est-ce pas, la qualité de ses enseignements, et on lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions. Alors, je pense qu'il y a une majorité d'ingénieurs parmi vous, et je vais commencer par des considérations mathématiques. La gouvernance locale dans notre pays est le siège de nombreux dysfonctionnements. Le problème pour l'État, je ne parle pas d'individus, je parle de l'État de manière générale, c'est de choisir les meilleures stratégies pour annihiler, réduire ces dysfonctionnements et améliorer le fonctionnement de la gouvernance locale. Et là, je vais revenir aux mathématiques. Pour dire que dans le cas d'une surface convexe qui a une bonne propriété, quand on est sur un point qu'on veut améliorer dans la surface, pour se rapprocher de l'optimum, de la partie la plus basse, alors imagine une surface convexe, une espèce de grand sac comme ça, avec le point du bas qui est l'optimum. On est sûr que si on améliore localement, par un petit pas, la situation, on se rapproche de l'optimum. Alors après, la méthode est facile. En mathématiques, qu'est-ce qu'on fait? On applique le théorème de fonction implicite, donc on se rapproche très proche du point où nous sommes, et on linéarise. Au lieu d'avoir une fonction f de x, y, z, où tous les paramètres interagissent entre eux, on arrive à linéariser, et on a un z, la fonction qu'on veut optimiser, qui est égale à ax plus by plus cz. On prend le a, enfin le coefficient le plus fort, et on est sûr que si on touche le paramètre là, c'est ce qui va nous permettre d'aller le plus rapidement possible à l'optimum. C'est un peu comme cela, et vous allez voir comment je vais le démontrer, que fonctionnent aujourd'hui les évolutions qu'on veut positives de la gouvernance locale. Le problème, c'est qu'on n'est pas dans un convexe, on n'est pas dans une surface sympathique. Et il faut regarder la situation de plus haut pour se rendre compte que les évolutions telles qu'on les pratique aujourd'hui, qui améliorent, j'espère qu'il faut les respecter et les encourager, ces améliorations qui sont faites, qui sont des améliorations de petites, disons, qui sont très locales, on ne change pas la structure, hein, mais on se déplace et on améliore. Donc il faut respecter ça parce qu'effectivement on améliore. La question c'est est-ce que réellement on se rapproche de l'optimum? Est-ce que réellement c'est la meilleure façon de réduire les dysfonctionnements, hein? Et à vous confronter à cette difficulté, il faut que je vous dise que j'ai été wali, j'étais chargé d'aménagement du territoire quand j'étais à l'Agence du Nord. J'ai une vision assez négative de la gouvernance locale et en particulier des attributions des communes. On va parler de l'échelon communal aujourd'hui et je pensais que c'était très simple. On change la charte des collectivités locales, on décide qu'il y a des opérations que font les communes qu'elles ne savent pas faire, qu'elles ne peuvent pas faire, pour des raisons budgétaires, de taille de la commune et ainsi de suite. Hein, et on change la loi et on leur dit ça, tu t'en occupes plus. Hein, le transport public, un office national du transport public urbain va faire ça mieux que toi, on donne ça à l'ONCF. Hein, puis on laisse l'ONCF faire des trams, des RER, et pourquoi pas s'occuper même des autobus. Et je me suis aperçu que ce n'est pas la loi qui est concernée, c'est la Constitution.
Et ça bloque l'évolution de la charte des collectivités locales parce que la Constitution donne aux communes des pouvoirs étendus. On ne peut pas changer si on ne change pas la Constitution. Apparemment. Mais quand on regarde en fait les principes constitutionnels qui justifient la charte des collectivités locales, on s'aperçoit que la Constitution est bien faite et qu'il y a deux principes sur lesquels il faut se baser. Et je ne sais pas si c'est très courant, si on s'en rend compte, mais c'est en fait la Constitution qui fixe les droits des communes à se gérer elles-mêmes. Le premier principe, il est écrit dans l'article 136, je vous lis: l'organisation territoriale du royaume repose sur les principes de la libre administration, de coopération et de solidarité. Elle assure la participation des populations concernées à la gestion de leurs affaires et favorise la contribution au développement humain intégré et durable. C'est-à-dire que les communes ont un droit constitutionnel à s'occuper des affaires de la commune. Alors, comment on décide ce que la commune doit s'occuper et ce que l'État doit continuer à faire? C'est un problème, après tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une police municipale avec des armes qui s'occupent des crimes? Pourquoi il n'y aurait pas des hôpitaux communaux? Pourquoi les écoles ne sont pas des écoles communales et des universités communales, mais d'État? C'est que là, on rentre sur un deuxième principe, qui est le principe de subsidiarité, qui figure dans la Constitution marocaine, article 140. Sur la base du principe de subsidiarité, les collectivités territoriales ont des compétences propres, des compétences partagées avec l'État, et celles qui sont transférables par ce dernier. Ce qui est important, c'est sur la base du principe de subsidiarité. Or, le principe de subsidiarité est une maxime politique et sociale, selon laquelle la responsabilité d'une action publique, lorsqu'elle est nécessaire, revient à l'entité la plus compétente, la plus proche de ceux qui sont directement concernés par cette action. Par exemple, le transport public urbain est de la responsabilité des communes. Le transport entre villes d'une région est administré par le conseil régional dans la loi organique sur la région. Donc c'est ça le principe de subsidiarité. Qu'est-ce qui peut être le mieux fait par les organisations de base? Ce principe de subsidiarité, d'où est-ce qu'il nous vient? Manifestement de France. Les articles 136-140 sont pratiquement copiés sur la Constitution française. Le principe de subsidiarité, c'est encore plus grave. C'est un principe religieux. C'est un principe qui vient de la doctrine sociale catholique. C'est les penseurs catholiques de l'organisation de la société qui, il y a des siècles et des siècles, hérités des Romains, n'est-ce pas, ont fixé ce principe. Tout ce qui peut être réglé à un échelon le plus bas n'a pas à être réglé par l'échelon supérieur. Et c'est ce principe de subsidiarité qui fait que si on définit des compétences qui sont gérées au mieux, qui peuvent être gérées au mieux par l'échelon communal, alors l'État n'a plus le droit, on n'a plus la légitimité pour s'en occuper. Donc il va s'occuper de ce qu'on appelle les compétences régaliennes, éducation, santé, sécurité, qui elles ne sont pas communales, parce que dans le principe de subsidiarité, ce n'est pas aux communes de les faire. Je vois que je suis suivi avec attention et j'espère que je suis compris, mais on pourra revenir dessus. Ces deux principes sont essentiels pour comprendre les principes qui fondent la gouvernance locale dans notre pays. Allez quand même d'aller chercher un principe politique catholique pour le mettre dans la Constitution. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec les fondamentaux de l'État marocain? Non, parce que le contrat social marocain sur lequel cet État est fondé depuis 1000 ans, n'est-ce pas, et que vous connaissez bien, qui est marqué par l'allégeance, les droits et les devoirs de la monarchie, les droits et les devoirs, n'est-ce pas, ce contrat social fait que l'État marocain n'a jamais été un État qui vise au totalitarisme. Totalitarisme, c'est l'idée que l'État va s'occuper de vous pour les moindres détails. Or, l'État marocain traditionnel, il a toujours respecté les libertés locales, les tribus, des populations éloignées, des populations, et c'est quelque chose que les historiens parfois font un contresens. Ils disent que l'État marocain était très faible, et c'est pour ça que le colonialisme était venu, c'est pour aider l'État à reprendre sa force dans la société. Ce n'est pas vrai. L'État marocain de ce côté-là n'était pas faible, mais il était sur une organisation de la gouvernance, en particulier de la gouvernance locale, qui est très proche du principe de subsidiarité. C'est-à-dire que les rois du Maroc laissaient les populations s'autogérer dès lors que les principes fondamentaux du royaume, protection de l'intégrité territoriale, application, n'est-ce pas, de référentiels religieux dans la vie civile, n'est-ce pas,
démocratie aussi, hein, ce qu'on appelle les constantes du royaume, sont respectées et s'expriment très bien à travers le principe de subsidiarité. Il ne faut jamais oublier que ce sont des choses qui sont venues d'ailleurs, que nous avons adaptées parce qu'elles étaient adaptables à notre situation. Parce que ce principe de subsidiarité, il est inscrit dans les gènes de l'État marocain. Et le fonctionnement de l'État marocain moderne a été d'adapter la société, l'économie, les relations entre citoyens, n'est-ce pas, à des principes qui sont des principes très anciens au Maroc, mais qu'il fallait moderniser à travers une architecture institutionnelle, des instruments qui soient modernes. Je prends un exemple du principe de subsidiarité parce qu'il y a pas mal de gens de l'ONE. Dans le Daïr de 63, parce qu'aujourd'hui il y a une grande discussion sur est-ce que l'ONE doit continuer à faire de la distribution. Pourquoi est-ce que l'ONE a fait de la distribution? C'est à cause du principe de subsidiarité. Parce que le texte initial de l'ONE, il dit quand il n'y a pas de services municipaux de distribution électrique, alors c'est l'ONE qui le fait. Ça porte en soi le droit des citoyens à l'accès aux services. Si la commune qui devrait s'occuper de la distribution électrique n'est pas en mesure de le faire, alors l'étage supérieur, l'État intervient et demande à l'ONE de le faire. Aujourd'hui, la voie qui est choisie est différente puisque ce qu'on propose, ce qu'on met en place, c'est des sociétés régionales multiservices qui, elles aussi, partent du principe qu'il y a des territoires qui ne sont pas en mesure d'assurer leur distribution de manière adéquate, en particulier sur l'eau, sur l'accès à l'eau dans le monde rural, et le fait d'avoir un étage régional permet de mieux affronter ces questions. N'est-ce pas? Si on n'était pas dans le régime du multiservice, moi je ne verrais pas pourquoi l'ONE ne continuerait pas à faire la distribution là où les communes ne le font pas. Ce serait une application classique du principe de subsidiarité. Mais le fait qu'on a voulu mélanger les services, l'eau, l'électricité, le nettoyage, l'assainissement, fait qu'il faut à ce moment-là partir sur un schéma régional et mélanger l'ensemble des services. Donc les fondements de la gouvernance locale au Maroc, ils sont lourds et ils s'imposent aux acteurs. On ne peut pas changer par la loi facilement, sans faire appel à ces principes constitutionnels, le fonctionnement de la gouvernance locale. Et le problème, c'est que l'architecture actuelle que nous avons, nous, elle date maintenant d'une cinquantaine d'années, 76, n'est-ce pas? Et elle est peut-être plus adaptée à la situation, et ça va être, enfin je suis en train de vous dire la conclusion, il faut peut-être revenir sur les conséquences du principe de subsidiarité. Alors, les limites du principe de la libre administration, donc la libre administration qui est garantie aux communes, c'est premièrement l'égalité des citoyens devant la loi. La commune ne peut pas prendre des décisions qui défavorisent les citoyens par rapport aux autres. Donc une subvention à une école privée par une commune est interdite. Il y a une jurisprudence de la Cour constitutionnelle française sur la question. Les enfants dans un village, ils n'ont pas à être aidés plus s'ils sont à l'école privée que s'ils sont dans une autre école privée ou à l'école publique. Ça, c'est déjà un principe qui va freiner le droit que les communes ont d'administrer des compétences propres sur le territoire. Deuxièmement, le principe de continuité des services publics, là j'en ai parlé, le cas des sociétés régionales multiservices pour assurer l'accès à l'eau et à l'électricité à tous les citoyens, ce qui remplace l'obligation de l'ONE d'assurer la distribution en l'absence d'un service municipal. Donc ces deux choses-là, eh bien, elles viennent contrecarrer la légitimité, la possibilité pour les communes d'organiser les services aux citoyens. D'autres contraintes en fait apparaissent, qui elles aussi sont objectives, qui limitent l'application du principe et l'efficacité des actions communales. Les moyens humains, matériels et financiers dont disposent les collectivités ne sont pas toujours suffisants pour remplir leur mission. Ainsi, l'insuffisance des moyens ne constitue pas uniquement une limite à la libre administration, mais à l'idée de décentralisation en général. C'est très bien, on dit aux communes de prendre en charge un certain nombre de services, mais il y a 1800 communes au Maroc, il y a certaines qui n'en ont pas les moyens. Et on va voir que l'organisation communale, certaines confusions qui sont dans les esprits, font que même des grandes agglomérations n'y arrivent pas. Donc il y a un problème de moyens. Et dans les communes, généralement, un problème de moyens humains. En fait, nous n'avons pas, je vais le répéter tout à l'heure, nous n'avons pas d'administration technique municipale. Il n'y a pas de technocratie municipale. Et les élus n'en veulent pas. Et les élus n'en veulent pas. Or, s'ils veulent réellement avoir le droit d'organiser leurs compétences, de gérer leurs compétences, ils ne peuvent pas légitimement garder ces prérogatives s'ils n'ont pas les moyens qui vont avec.
Donc ça, c'est une limite technique objective. Sur 1800 communes, je ne sais plus combien on dit qu'on a de communes rurales, peut-être 1300, 1200, un peu plus. La plupart des communes rurales n'ont pas de gros moyens techniques, financiers. La taille des communes est un obstacle à l'efficacité technique et économique de ces opérations. Le fonctionnement d'un théâtre, d'un orphelinat, d'une station de dessalement, à l'échelle communale, ça peut être insuffisant. N'est-ce pas? Une station de dessalement, pour une petite commune, ça ne va pas pouvoir fonctionner, même si en fait on peut considérer, c'est ce que le ministère de l'Intérieur considère aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur considère aujourd'hui que c'est une prérogative municipale de s'occuper du dessalement. Il y a l'ONE qui est l'organe technique qui s'en occupe, mais en fait l'Intérieur est derrière, c'est lui qui assure, on peut dire, le schéma directeur dessus, tel que je le comprends, n'est-ce pas? Et il y a l'apparition de conurbation. Alors il y a un exemple qui est typique, vous prenez un petit taxi, je prends quel quartier de la ville, mais souvent vous arrivez à la limite de la ville, le taxi s'arrête. Et les maisons, les immeubles, il y en a plein là à 50 mètres. Parce que c'est une conurbation, parce que les villes se touchent. Média, Mansouriya, Chidala, Casablanca, les villes se touchent, et que ceci pose un problème d'organisation de l'accès aux services aux citoyens, parce que le champ d'autorisation est communal, alors qu'en fait l'activité devrait être multiple à des villes. Alors après on invente des choses, les syndicats intercommunaux, il y a plein d'instruments qu'on a mis en place, mais je rappelle ce que j'ai dit. C'est une solution locale d'amélioration à un instant T, dans une situation donnée. Est-ce que c'est la bonne façon d'aborder le problème? On améliore les choses, c'est un syndicat intercommunal, n'est-ce pas? La LIDEC a un périmètre d'intervention multicommunal, des problèmes, parce qu'il n'y a même pas toutes les communes de Casablanca, il n'y a même pas tout Casablanca. Quand on dépasse l'autoroute urbaine, on est en zone nouvelle. Mais en tout cas, on a compris qu'il ne pouvait pas y avoir de distribution, toutes ces distributions en médias, une autre à Casablanca, une à Bouskoura, une à Boukouna. On a essayé de faire quelque chose d'intercommunal. En torturant les textes. Et par exemple, une signature comme la LIDEC, elle a obligé, à l'époque il y avait 25 communes dans Casablanca. Chacun président de commune a signé le contrat de gestion déléguée. Est-ce que c'est humainement envisageable qu'on peut avoir un consensus dès qu'on dépasse 5-6 entités concernées? En fait, c'est parce que le ministère de l'Intérieur leur a tordu le poignet pour qu'ils signent. Mais c'est une solution, comme j'ai dit, d'amélioration locale, à petite dimension, mais qui a permis quand même d'avoir un système de distribution logique. Et encore, parce que je vous dis, il y a le problème de la frontière entre l'ONU et la ville. Alors, tout ça, c'est des contraintes objectives. Ce n'est pas des contraintes qui sont liées au fonctionnement, c'est des contraintes qui s'imposent, même si on avait un fonctionnement extrêmement efficace. La sphère de décision du conseil communal. Voilà, donc la sphère de décision par contre du conseil de région, lui va intervenir pour que la gestion directe des affaires locales soit mise à un niveau supérieur. C'est ça la tendance qu'on a aujourd'hui. Et là encore, on torture les textes. J'ai fait une intervention à la TGR que vous trouverez sur mon site mataleej.com, mataeej.com, dans lequel j'ai expliqué que la région n'a pas été créée pour ça. La région n'a pas été créée pour être un organe exécutif. Et en fait, c'est le fait qu'elle existe et le fait que les responsables, en particulier le ministère de l'Intérieur, considèrent que c'est un bon espace pour gérer un certain nombre de choses, qu'on le confie aux régions. On ne peut pas dire qu'on n'y ait pas le droit, mais ce n'est pas l'esprit. L'esprit essentiel du conseil de région, c'est la connaissance du territoire à travers le schéma régional d'aménagement du territoire, que la loi organique leur donne à eux comme responsabilité essentielle. Et deuxièmement, le plan de développement régional, n'est-ce pas, qui est aussi inscrit dans la loi organique, donc ce n'est pas quelque chose qu'ils décident de faire, c'est quelque chose que la loi leur impose de faire. Et à mon avis, une bonne gestion à la fois du STRAT et du PDR, et tout ce qui s'ensuit après, qui montre les axes principaux de développement de la région, c'est ça le rôle du conseil de région, qui pour moi est plus une agence élue de développement régional. C'est ça l'idée du texte. L'idée du texte, il y a plusieurs aussi autres avantages, c'est de créer un étage de meilleure communication entre l'État et l'administration et les citoyens à un niveau qui soit plus grand que celui d'une ville,
mais quand même pas au niveau de l'État. Et c'est aussi lié au fait que les régions ont été travaillées dans le dernier découpage régional, très important, pour être des espaces homogènes. On ne reviendra pas sur le Conseil de région, mais vous voyez que tout ce qu'on est en train de vouloir donner aujourd'hui aux régions, c'est une solution. Alors on le fait sans toucher les textes de base, sans toucher les principes de... Enfin, pas le principe de subsidiarité, mais les conséquences. Quand on a décidé en 1976, voilà ce qui est, qui est de l'ordre des communes, on a décidé que le principe de subsidiarité faisait que les abattoirs, les cimetières, d'autres choses, les stades, devaient être des questions communales. On l'a décidé en 1976, peut-être parce qu'il n'y avait pas les régions, et peut-être parce que ces questions de contraintes objectives, on ne les avait pas vraiment en tête et qu'on pensait que les choses allaient s'arranger elles-mêmes. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, eh bien, il a fallu tout de suite commencer à inventer des agences urbaines régionales, des systèmes de gestion qui soient au-delà des villes. N'est-ce pas? Alors, par contre, il y a ce que moi j'appelle les habitudes marocaines. Avec Mme Ahmari, je parlais de dysfonctionnement, il ne faut pas mettre dans le titre ça, après ça fait polémique, je compte les communes, je compose aux élus, tout ça. Je crois qu'il faut élever le débat, et je vais vous dire encore une autre conviction de leur part. Il n'y a pas disons, de dysfonctionnement qui ne soit pas lié à l'organisation. Ce n'est pas les mentalités ou la cupidité ou l'envie de s'enrichir qui expliquent les dysfonctionnements. C'est les organisations. Et c'est la même chose d'ailleurs dans les organisations auxquelles vous appartenez. Un office où les choses se passent mal vis-à-vis des citoyens, où il peut y avoir des écarts à l'éthique et tout, c'est pas parce que les individus sont foncièrement soit malhonnêtes, soit inefficaces, soit incompétents. C'est parce que l'organisation ne permet pas la mise en valeur de leur qualité. C'est parce que, pour moi, le responsable de mauvais fonctionnement dans une structure, c'est souvent plus lié à l'organisation qu'à la nature des gens. Les mêmes gens, dans une organisation efficace et transparente et moderne, auraient un comportement. Moi, je plaide pour un contrôle par des plans d'audit et des audits du conseil communal vis-à-vis des opérations qui sont de son ressort. Ben, je pense que même dans toutes les boîtes, dès qu'il y a un comité d'audit qui se met en place et qui est efficace, vous voyez les gens se ranger et faire des choses tout à fait différemment. Alors que si on n'a pas, eh ben, après tout ce qui est possible est normal. Il y a des choses qui sont possibles et qui ne sont pas normales. Hein? Voilà. Alors on revient sur quoi? Alors le fond du problème, j'ai essayé, comme j'ai dit, de ne pas rentrer dans les technocrates contre les élus, cette polémique standard que la presse aime bien, mais qui n'est pas vrai. En fait, il y a un double rôle dans les conseils communaux qui n'est pas clarifié, qui n'est pas bien organisé. C'est d'abord leur rôle délibératif. Le conseil communal, il n'est pas législatif, il est délibératif. C'est-à-dire qu'il prend les problèmes, il délibère, il prend des décisions. Lesquelles? Fixation des objectifs. Qu'est-ce que j'attends de la commune comme amélioration des services? Planification de l'organisation, ça se comprend avec les ingénieurs. Étude et approbation des budgets et de la fiscalité locale, pas de problème, la fiscalité locale. Définition des paramètres de contrôle et des procédures d'exécution, suivi des réalisations et actions correctives. En fait, il se comporte presque comme un conseil d'administration par rapport à une entreprise qui prend les grandes décisions, les grandes orientations, il ne va pas se recoucher après. Il met en place les procédures de suivi et de contrôle de ce qu'il a décidé. Mais il ne le fait pas, il est délibératif. Il ne signe rien. Il n'est pas dans la décision quotidienne. Il n'est pas dans la gestion quotidienne. Ça, c'est le rôle exécutif du Conseil. Et d'après les textes législatifs marocains, c'est la responsabilité du président assisté de ses adjoints. C'est eux qui signent, c'est eux qui sont les patrons. C'est eux la direction générale de la commune, si on peut dire. Sauf qu'ils n'arrivent pas à incarner ce rôle parce que les conseillers exigent leur participation permanente aux décisions quotidiennes. Moi, j'ai été très choqué un jour, c'était dans le Bayan, première page du Bayan, comme ça, les élus protestent parce que tel appel d'offres n'a pas été examiné et approuvé par le Conseil. Ben, ceux qui, pour vous, travaillent dans les entreprises ou dans les offices, il y a un niveau effectivement d'appel d'offres qui est soumis au Conseil. Hein, on ne va pas faire une privatisation d'une usine de 16 milliards de dirhams par décision du directeur général. Hein, quoi qu'il s'occupe de tout, qu'il a des procédures, décret des marchés publics, la loi sur les PPP, hein, et qu'il amène une proposition de décision.
Celle-là, elle est du niveau du conseil d'administration. Les décisions courantes, les embauches, l'organisation des services, c'est du travail de direction générale, c'est du travail de direction, comment dire, exécutive. Et dans notre cas, les conseillers exigent, et la loi ne leur interdit pas, parce que ce fonctionnement, il est aujourd'hui, cette organisation du fonctionnement communal, il est du ressort des communes. Et que l'État n'a pas imposé ou pris les mesures pour que ce double rôle soit clairement partagé. Hein, et alors ça a une conséquence. Je suis un élu de quartier. C'est vrai que l'endroit où on va mettre les trottoirs, l'endroit où on va mettre l'éclairage public, ça concerne mes électeurs, ceux qui votent pour moi. Donc je monte au conseil, je veux savoir ce qui se passe. Moi je veux qu'on fasse le trottoir à tel endroit, je veux ceci, je veux cela. En plus, et si demain on dit à des élus, et c'est le cas dans les conseils régionaux. Dans les conseils régionaux, les élus sont plus qualifiés généralement, plus de diplômes que dans les conseils communaux, parce que c'est des gens qui ont compris que le conseil régional avait était plus dans les décisions stratosphériques, stratégiques, et pas dans l'exécution. Si demain on fait des conseils régionaux, des conseils exécutifs, alors la nature des candidats va changer. Et on va avoir des gens qui vont vouloir s'intéresser, comme qui c'est qui fait la route, comment il fait la route, quelle entreprise a été choisie, et ainsi de suite. Ce qui ne devrait pas être le cas. Si on a des procédures de marché public qui sont claires et transparentes avec des systèmes d'audit de contrôle, eh bien on ne devrait pas avoir ces problèmes-là. Donc c'est intéressant de voir que, c'est pour ça que je regarde avec attention ce qui se passe dans les conseils régionaux, et je comprends qu'on veut leur donner des rôles exécutifs dans certains services parce qu'ils sont mal organisés au niveau des communes, mais je crois que c'est une mauvaise réponse à une mauvaise question. Hein? Même si, comme je l'ai dit, ça va améliorer pour les citoyens au moment T, ça va améliorer la situation par rapport à ces deux. Donc le manque de clarification et l'absence de séparation de ces deux rôles fait souvent de la gouvernance locale un exemple de mauvais management. Pléthorique, je ne sais plus quelle est la moyenne aujourd'hui dans les budgets communaux qui est consacrée à la masse salariale, mais je pense qu'à Casa c'est 67%, dans le commune rurale ça monte à 90%. Et qu'est-ce que c'est qu'une organisation? Donc 90% du budget va dans son fonctionnement. Qu'est-ce qui reste comme investissement? Qu'est-ce qui reste comme argent pour réparer l'éclairage public? 10%. N'est-ce pas? Donc pléthorique, c'est le cas. Et c'est un grave problème des collectivités locales marocaines. N'est-ce pas? Dans lequel les agents sont souvent des agents presque de manœuvre, et dans lequel même, à cause de l'attitude des élus, les cadres ne font pas ce qu'ils devraient faire. Je me rappelle quand j'étais au Mali, j'ai reçu des architectes municipaux de Casablanca. Je leur ai dit, pour moi, il y a deux solutions pour l'architecte municipal. Soit il est docile, et il fait tout ce que les élus demandent, soit il est marginalisé, et on ne l'interroge pas, parce que la signature, c'est celle de l'élu. Donc le fonctionnement de la commune par rapport à la signature de l'élu et de son administration technique n'est pas saine. Et comme je l'ai dit, c'est aussi l'absence d'une technocratie municipale, mais les élus n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Et on va voir qu'est-ce que l'État a trouvé comme solution pour échapper à ce problème de la défaillance de la technocratie municipale. Je ne parle pas des agents de terrain, mais encore. Je me rappelle qu'on avait demandé à la LIDEC, qui a des moyens d'études, de nous dire quel budget il faudrait consacrer au nettoyage de la ville. Le patron de la LIDEC est venu, c'est un Français, et il était hilar. Il était très, très amusé. Il m'a dit, je peux vous montrer deux chiffres. Quand je regarde le chiffre qu'il nous faut, à savoir 450 millions de dirhams, comme le chiffre au hasard, je m'aperçois que je ne suis pas loin du budget qui est affecté par la ville, qui est de 350 millions de dirhams. Donc en fait, il suffit de faire 100 millions de dirhams par rapport au budget pour que vous ayez une ville très propre. Nous, on sait faire ça, on pourrait le faire pour vous. Mais on a fait un autre exercice. On est parti sur le terrain et on a compté les gens qui travaillaient vraiment. Là où il y en a 300 qui sont inscrits, on en voit 160. Alors là, on a fait le calcul. Et ce n'est pas 100 millions de dirhams de plus qu'il faut. C'est 250 de plus par rapport au coût réel des moyens réellement utilisés. N'est-ce pas? C'est un grave problème et ça vient, je vous dis, de ce mélange des genres entre délibératif et exécutif qui conduit à des dysfonctionnements éventuellement même
du manque de transparence, parce que l'organisation le permet. Alors que si l'organisation, les structures, les procédures interdisaient aux élus d'entrer dans le détail de l'exécution et qui s'appuyaient sur leur technocratie à leur ordre, qui doit leur obéir et suivre des directives, on n'aurait pas ces problèmes. Inefficace, on vient de le dire, tu viens de le dire, hein, 350 millions inscrits, en fait on dépense 150 réellement. Le reste, c'est des agents qui sont inscrits au nettoyage et qui font autre chose, avec des choses que les ingénieurs sectoriels. Ce service de l'assainissement solide à Casablanca du nettoyage, il a des camions, il a des chauffeurs qui ne dépendent pas du service d'assainissement. Il y a un département en flotte, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui font l'assainissement. Et quand ils ont besoin des camions, c'est des discussions entre patrons différents, n'est-ce pas? Pour des ingénieurs habitués à un management rationnel, on n'est pas dans le management rationnel. Mais comme je l'ai dit, à cause de l'organisation. Clientéliste, c'est clair que les élus doivent se faire réélire, cantonné essentiellement à la gestion bureaucratique du quotidien et l'accumulation opaque des démarches imposées aux citoyens. En fin de compte, la commune pour le citoyen, ce n'est pas elle qui est responsable des dysfonctionnements qu'on voit, parce que l'on voit qu'elle n'a pas d'action réelle sur ce qui se passe, ni de critères d'efficacité. Et autre chose que j'ai dit, que je vais dire juste après, l'absence d'un cahier des charges. On ne sait pas ce que la commune promet aux citoyens. On ne sait pas ce que la commune, qui elle a exigé et obtenu de l'État, parce que l'État lui a donné des pouvoirs étendus, qu'est-ce qu'elle est censée livrer? Que le citoyen le sache. À quel moment le défaut dans 20 ans? Alors, il y a des jurisprudences, il y a des gens qui ont attaqué des villes parce qu'il y avait des problèmes de trous qui créaient des accidents, et les juges ont accepté la plainte des citoyens. Mais quel est le citoyen qui va penser aller attaquer la commune parce qu'il y a un trou dans sa rue? Ça n'existe pas chez nous. Ça peut exister ailleurs dans le monde, mais ça n'existe pas chez nous. Donc, l'absence de ces paramètres affichés comme objectif éventuellement, on ne leur demande pas d'y arriver du jour au lendemain, mais au moins qu'on sache qu'est-ce que la commune promet quantitativement, qu'est-ce qu'elle s'engage à faire quantitativement, n'est-ce pas, et quelle planification elle nous donne pour arriver au but recherché. On construit un théâtre à Casablanca, on a dit qu'elle est là, est-ce qu'il y a un élu qui se sent responsable? Il dit, ah non, c'est la culture, on entend ceci, mais c'est comme ça que c'est pas ça que l'État, la société, la Constitution attend de vous, n'est-ce pas? C'est une planification claire et transparente et opposable, avec la reddition des comptes. Alors, la mauvaise gestion des ressources budgétaires, j'en ai parlé, trop de masse salariale, pas assez d'efficacité, pas assez d'argent pour les investissements et pour l'exploitation. La fiscalité communale est complexe, mal connue. Tout le monde a des histoires à raconter, bon, je peux vous en raconter une. J'ai besoin d'une attestation du fisc pour répondre à un appel d'offres de l'État dans mon cabinet de consultant, et je ne l'obtiens pas. Je n'ai pas de réponse, je dois envoyer le dossier, et je vais voir l'inspecteur des impôts qui s'occupe de nous, et il me dit, on a envoyé votre demande à la commune, et on attend qu'il nous donne votre quitus, donc vous avez payé vos impôts locaux. Ah bon, qui c'est qui s'en occupe? On me donne un monsieur, et j'ai chargé de ça, il a passé une semaine à chercher dans les bureaux où était notre dossier, et il découvre qu'on n'a pas payé la taxe sur les enseignes. La taxe sur les enseignes, elle est déclarative, elle n'est pas déclarée, elle n'est pas comme ça, 150 dirhams, je n'ai pas payé, n'est-ce pas? Quelqu'un a vu que je n'avais pas payé, personne ne me demande de payer, n'est-ce pas? Mais on ne donne pas mon quitus fiscal. Jusqu'au jour où je découvre que ce que je dois faire est poser l'argent. C'est ce que j'appelle une fiscalité mal connue. Et je suis sûr que tous d'entre nous, il y a sur plein de sujets, on a du mal à apprécier exactement qu'est-ce qu'on doit payer. Vous savez qu'il y a des taxes sur les balcons officiellement. Combien de mètres carrés, n'est-ce pas, eh bien, c'est le nombre de mètres carrés que multiplie la valeur locative par 10%. Je me rappelle la Somaca, elle avait un grand panneau, et le calcul faisait 8 millions de dirhams. Parce que la Somaca, elle est sur 14 hectares. Et la valeur locative, ce n'est pas locative du mètre carré d'enseigne, c'est la valeur locative du mètre carré, des 14 hectares, ce qui fait beaucoup moins. Et la preuve, c'est que le minimum, c'est 150 dirhams, comme je vous l'ai dit. Et ce minimum, 150 dirhams, c'est 150 dirhams par mètre carré, ça devrait être le maximum par mètre carré. Donc si la Somaca a 10 mètres carrés, c'est 1500 dirhams. N'est-ce
n'est-ce pas? Sauf que là, la loi telle que c'est marqué, la formule est fausse, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'a fait la ville du Casa? Elle ne prend pas les taxes sur les inscrits. Elle la recouvre. Alors, je raconte des histoires qui ont 22 ans maintenant, mais je suis sûr que c'est encore comme ça maintenant, parce que je vois des enseignes tellement grosses, tellement moches, tellement ceci, et tellement inutiles, que je me dis si les gens payaient pour leur enseigne, n'est-ce pas, on aurait moins d'enseignes à Casablanca. Là, vous voyez, dans les pays où c'est ça que c'est bien fait, il y a moins d'enseignes que chez nous. Et chez nous, on déborde sur les... Alors, il y a des approches, parce que quand la publicité sur un mur, ça, la ville, c'est bien la chercher tout. L'attaque sur les enseignes, sur les cafés, les restaurants, les centres de commerce et tout, elle n'est pas voilà. Et l'absence d'un cahier des charges, c'est ce que j'ai dit, et chaque fois que je le dis, je surprends les gens. Mais enfin, le citoyen paye des impôts, la commune a des responsabilités. Le citoyen n'est pas en mesure d'exiger qu'on lui dise le minimum de services auxquels il a droit. Hein. Il y a un exemple qui vient de sortir, qui était dans la presse, qui est remarquable. Sidi Maharouf, c'est un quartier d'affaires qui a été un peu bricolé, un peu artisanal, sans un plan initial, grand terrain vide, et puis on décide comment on fait les routes. On a eu la chance de récupérer 360 hectares à l'ancien aéroport pour faire un grand projet d'urbanisme, n'est-ce pas? Le problème de circulation de parking, ça y est, il est déjà là. On n'a pas encore occupé tout l'espace. Hein? Et j'ai vu, c'est parce qu'on impose aux promoteurs un parking pour 10 mètres carrés. Hein? Maintenant, je pense qu'avec le parking qu'on va faire, on va arriver à 4 mètres carrés, à 4 par 4 pour 10 mètres carrés, 4 pour 100 mètres carrés. C'est ça. Hein, on a imposé 1 pour 100 mètres carrés. En fait, grâce au parking souterrain qui vont être fait, on va arriver à 4, ça va être beaucoup mieux, mais c'est pas le chiffre. Dans une ville où le transport public n'est pas encore efficace, les gens, on n'est pas à la défense, hein, on n'est pas dans un quartier d'affaires à Manhattan où il y a des métros partout, où les directeurs généraux prennent le métro, prennent le bus. Non, on est dans un pays où les gens vont en voiture. À l'école, d'ailleurs, ça crée des problèmes devant les écoles. Et que la ville, dans un cahier des charges, ne dise pas aux citoyens, n'est-ce pas, je vais soulager le problème des parkings en imposant aux promoteurs un certain nombre de parkings souterrains, parce que j'ai promis aux gens qu'il y aurait, hein, dans les zones de bureaux, tant de parkings par 100 mètres carrés de bureaux. Personne ne s'intéresse à ces questions. Ça n'existe pas, c'est pas dans le... Donc moi je milite pour qu'il y ait un cahier des charges municipal qui soit élaboré avec des objectifs, pas exiger des objectifs tout de suite, mais au moins avec un plan et les mesures qu'on entend prendre pour le faire. Hein, c'est la circulation devant les écoles, comme on dit, qu'il y a une école dans une rue, eh bien c'est des problèmes de circulation. C'est des problèmes d'organisation, ce n'est pas des problèmes de malversation, c'est des problèmes fondamentaux d'organisation. Hein, et j'ai peur que le nouveau quartier, CFC, ce qu'on appelle CFC, l'ancien aéroport d'Enfa, eh bien, alors que c'est un projet public, fait par un organisme public, mais qui s'est comporté comme un spéculateur immobilier, pas comme un aménageur de l'espace urbain digne de ce nom. C'est malheureusement le cas. On n'a pas fait attention à ça. Hein. Les trottoirs sont petits, n'est-ce pas? Alors, on n'a pas encore les cafés qui débordent dans ce quartier, mais ça va venir. Quand ils sont là, ils vont pas sur les trottoirs. Voilà, donc les conseils communaux ont des attributions étendues, mais pas de contraintes de réalisation. Ça, c'est des habitudes marocaines. Elles sont un obstacle aux objectifs vertueux de la démocratie locale. La démocratie locale, on a vu le principe, certains même qui sont d'origine religieuse, qui sont en profonde adéquation avec les fondamentaux de l'État marocain, hein, mais on est très loin dans l'application de ces principes vertueux parce qu'on est mal organisé. Alors c'est ce que je disais, les évolutions actuelles pour le redressement, ce sont des solutions, je le répète encore, hein, pour les mathématiciens, c'est des solutions d'amélioration locale de l'optimum, mais ce n'est pas l'optimum global. Et l'optimum global demande qu'on prenne des chemins qui n'ont rien à voir avec l'amélioration immédiate de la situation. Hein, je répète, hein, vous êtes dans une montagne, et puis vous dites je vais descendre en bas. Ben, vous dites c'est très simple, je fais un pas pour perdre d'altitude, et je vais finir par être en bas. Sauf que vous êtes dans un cratère, hein, et qu'en fait il faudrait mieux monter 10 mètres pour aller du côté où ça va vraiment vers
vers l'ouest, plutôt que d'aller dans un endroit de cratère, vous allez vous retrouver encore plus mal que là où vous êtes maintenant. C'est ça le problème de l'amélioration locale des optimums, hein, ou de l'amélioration des dysfonctionnements d'un point de vue local. Ça, c'est le principe de management, hein, on est en train de parler de management, tout simplement. Hein. Donc, devant l'inexistence d'une technocratie communale capable d'affronter les défis des services municipaux, on a assisté à la création des sociétés de développement local. Hein. Excellente idée. Hein. On va mettre des cadres bien payés dans des structures de sociétés anonymes créées à l'initiative des collectivités locales. Je ne sais pas combien de poignées on a du temps pour les faire. Ça vous donnerait que c'était des initiatives spontanées. Elles sont créées sous forme de sociétés anonymes et des activités à caractère économique entrant dans les champs de compétences de la commune. Elles constituent ainsi de véritables organes d'exécution des projets de la commune. On est dans la situation que j'ai dit. L'amélioration est nette par rapport à la situation d'avant. L'amélioration est nette. Les SDL, ça avance dans le fracas, mais ça a amélioré beaucoup de choses. Beaucoup de projets de la commune et d'accès aux services des citoyens ont été améliorés parce qu'on a créé ces SDL. Mais c'est un palliatif. C'est une amélioration locale en se disant si je fais ça, je vais vers l'optimum généralisé. Ce n'est pas vraiment le cas. Et il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur le projet de développement du Grand Casablanca, PDGC, hein, qui a conduit à dire que les retards étaient imputables au SDF. Moi, je suis convaincu que si les communes avaient fait le PDGC elles-mêmes, ça n'aurait pas été mieux et peut-être beaucoup moins bien. Mais les élus profitent de ce rapport sur la Cour des comptes pour essayer de reprendre la main sur les SDF. Et il y a une convention, le Conseil communal de Casablanca SDL, qui vient d'être votée par le Conseil de la ville et qui doit être votée par tous les conseils d'administration des SDL. Et c'est une reprise en main définitive. Pratiquement plus aucune décision importante ne peut être prise sans un projet initial, passage au conseil, discussion, approbation au conseil. Donc le conseil va redevenir le vrai directeur général. Effectivement, il est l'actionnaire principal. L'actionnaire principal, il peut dire c'est moi qui nomme le DG et je décide tout. Mais à la limite, il nomme le DG et il laisse le DG faire son travail. Non, là, tu reviens nous voir chaque fois qu'il y a quelque chose d'important à faire. Hein. Et ça va être intéressant de suivre le développement de cette convention. Si cette convention aboutit, on sera mieux qu'avant parce qu'on a quand même des cadres compétents et tout. Mais c'est ce que j'ai dit des architectes. Si demain ils se sentent marginalisés ou bien acceptés parce qu'ils acceptent tout, on va se retrouver dans ce que j'ai dit. Soit ils seront dociles, soit ils seront marginalisés. Hein, et les décisions seront prises, quelle que soit leur décision à eux, et verront arriver des décisions d'embauche qui descendent de la commune, des choses de genre. Hein, ou des projets qui sont pas économiquement assis, mais qui sont une décision de la commune concernant la SDR. Hein. En tout cas, cette attitude des élus, elle est en marche, puisque je vous dis, ce projet de convention, il a été voté par le Conseil de la ville. Alors, il y a un autre mouvement d'amélioration de la situation qui est en place et qu'on voit se mettre en place, et ça conduit même à des arrestations, à des suspensions d'attribution des élus. C'est tous les organismes de contrôle qui, de par la loi, hein, c'est pas un mouvement répressif, exceptionnel, illégal qui est en train de se passer, c'est l'inspection générale de l'administration du territoire, la Cour des comptes, n'est-ce pas, les autorités locales font le travail qu'elles sont censées faire, à savoir contrôler l'efficacité et la bonne gestion. Mais aujourd'hui, quand elles découvrent des dysfonctionnements, il y a des suites. Et ça, c'est un mouvement de moralisation qui est excellent, ne serait-ce que s'il écarte des candidatures, des gens qui veulent monter dans des conseils que pour leurs intérêts. Si maintenant on se dit attention, oui, je vais venir, ça va me coûter le temps de me faire élire, c'est un investissement important, hein, mais je n'arriverai pas à le rentabiliser, eh bien on devrait avoir une classe politique de meilleure qualité, des candidats meilleurs et de meilleurs fonctionnaires. Donc là encore, c'est un mouvement qu'il faut saluer, comme celui des SDR. Mais je le dis, hein, j'ai des réticences parce que ça me semble être des propositions d'amélioration qui font avancer les choses dans le bon sens, mais qui ne règlent pas les problèmes du fond. Voilà. Et ces évolutions, elles ne remettent pas en cause les habitudes de la gouvernance locale. Elles ne les remettent pas réellement en cause, parce que les remettre en cause, c'est revenir sur des choses plus fondamentales qu'on va aborder maintenant. Il nous reste 2 slides.
Donc il faut revenir sur les habitudes de fonctionnement et clarifier l'organisation du double rôle délibératif des conseils communaux en s'inspirant du modèle du conseil de surveillance et directoire des sociétés. J'ai choisi ce modèle-là parce que c'est celui qui me semble le plus adapté à cette dialectique entre le délibératif et l'exécutif. Donc moi je propose déjà que l'État, la loi, rentre dans la clarification et la séparation de ces rôles à l'intérieur même du conseil. Redonner au conseil le rôle délibératif, ils ne l'assument pas actuellement. Ils ne les assument pas actuellement parce qu'ils sont pris dans des décisions quotidiennes et qu'ils n'ont pas la technocratie locale qu'il leur faudrait. Parce que fixer des objectifs, ce n'est pas une réunion de café. C'est pas au conseil, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, quels sont les objectifs qu'on se fixe 30%, 20%, 40% quelque chose. Non, c'est préparé. Dans les boîtes, c'est des directions de développement, de la stratégie, des cabinets de conseil qui apportent ça. C'est pas le conseil d'administration. Fixation d'objectifs, planification de l'organisation, étude d'approbation des budgets de la fiscale locale, définition des paramètres de contrôle et des procédures d'exécution, suivi de l'organisation et action corrective. C'est ça le rôle du conseil. Il ne le fait pas. Parce qu'il fait plein d'autres choses. Mais parce que ce qui l'intéresse réellement, c'est pas ça, c'est les autres choses. Alors, il y a un grand argument que donnent les élus en disant il y a l'État, le gouverneur, mais il ne nous laisse pas faire ce qu'on doit faire nous, les conseillers. Mais la réalité, c'est que s'ils venaient avec des choses concrètes, objectives, ça arrive. Dans certaines villes, certains conseils de région, les gens prennent de l'autorité, que moi j'appelle l'autorité de compétence. Encore, ça serait encore un autre débat. L'autorité de compétence, c'est de dire j'ai des attributions, j'ai d'autres instances qui rentrent dans mes autorités, dans mes attributions, parce que moi, je ne suis pas capable d'anticiper et d'avoir la réponse, je ne suis même pas capable d'analyser et d'assimiler les propositions qu'on me fait. Parce que je n'ai pas mis les ressources et le temps et les moyens nécessaires pour anticiper ou analyser. Et cette autorité de compétence, elle doit aussi s'appuyer sur quelque chose dont je n'ai pas parlé, j'en ai parlé beaucoup quand je parle du conseil de la région, qui est l'autorité de connaissance. C'est-à-dire que les villes, en fait, ne disposent pas au niveau des conseils d'un observatoire réel de la réalité. L'élu dit, comment ça, je ne connais pas la réalité? Moi, je suis dans un quartier populaire, moi-même, je suis issu du peuple, je fréquente les gens au café, je vais au stade, tout ça, je sais ce que les gens veulent. Non, c'est pas ça ce qu'on appelle l'autorité de connaissance. C'est-à-dire, madame la présidente du conseil communal de Casablanca, combien tu as d'immigrés africains chez toi? Combien il en vient chaque année? Où est-ce qu'ils habitent? De quoi ils vivent? Et comment on les accueille? Madame la maire, combien tu as d'émigrés de l'immigration rurale chaque année dans la ville? Est-ce que quelqu'un connaît ce chiffre? Est-ce que quelqu'un sait, avec la sécheresse qu'on a connue, qu'on continue à connaître, quel est l'afflux de citoyens ruraux qui s'installent en ville? Et où est-ce qu'ils vont quand ils viennent? Ils ne viennent pas dans les bidonvilles. Bidonville, c'est une valeur foncière de 60 000 dirhams. Je ne sais pas combien on compte aujourd'hui, mais quand j'étais Wali, un bidonville, et d'ailleurs, si je vous dis la surface par bidonville, à qui on propose 45 mètres carrés de logement social, les gens sont surpris quand je leur dis les surfaces occupées par les bidonvilles divisées par les foyers, ça fait combien de mètres carrés? 120 mètres carrés. 120 mètres carrés. On pourrait dire aux gens, tu vas aller dans un 45 mètres carrés, en plus tu vas payer pour ça. N'est-ce pas? Et cette valeur foncière, elle était estimée de 60 à 60 000 dirhams. Donc, quand j'étais Wali, on s'intéressait un peu, mais vaguement, nous aussi, discussion de café du commerce, on voyait que l'intégration se faisait d'abord par des familles qui sont déjà là, et qu'il y a des points qui sont réservés à ça. Un des points réservés à ça, paradoxalement, c'est l'ancienne Médina. L'ancienne Médina reçoit l'immigration rurale, intègre et repart. Parce que Casablanca est une machine d'intégration. L'immigration rurale, au bout même pas d'une génération, vous avez affaire à quelqu'un qui est engagé. Alors, il est engagé peut-être dans l'informel, engagé dans des métiers sans grande qualification, mais engagé. C'est une ville qui crée de la richesse, qui crée de la valeur et qui est capable d'intégrer. Alors quel est le nombre d'immigrés ruraux par an? Où vont-ils? Qui les accueille? Est-ce qu'il y a un service dans cette ville qui reçoit les immigrés ruraux? Personne. Il n'y a pas un fonctionnaire qui s'y intéresse. Pas un fonctionnaire qui s'y intéresse. Donc, cette connaissance donne une autorité. Cette autorité, connaissance, apporte l'autorité de compétence. Et c'est un devoir des conseils communaux, et s'ils ne le font pas, il faut l'imposer dans la loi, je ne l'ai pas marqué, mais j'y pense maintenant, parce que j'en ai parlé pour le conseil de la région,
qui doit... Alors j'ai parlé d'immigration rurale, j'ai parlé de l'immigration étrangère, c'est des phénomènes sociaux qui sont en train d'arriver et qui ne vont pas s'arrêter. On accueille, on réprime, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas réprimer l'immigration rurale. Les citoyens s'installent du nouveau. N'est-ce pas? Comment on l'accueille? Comment on l'intègre? Comment on lui facilite la vie? Comment on l'installe? Et croyez-moi, la sécheresse, on a vécu ce phénomène dans les années 80. Dans les 80, moi j'étais ingénieur dans l'OCP, on voyait des douars entiers l'un sur l'autre qui disparaissaient. Quand vous êtes là, il y a un douar, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des animaux. Hein. Vous revenez l'année suivante, la maison est vide. Vous revenez l'année suivante, il n'y a plus de maison. Enfin, il reste des murs. N'est-ce pas? Mais moi j'ai vécu ça à grande échelle dans la grande sécheresse des années 80. Et la grande sécheresse des années 2020, c'est la même chose. Un grand phénomène d'immigration rurale. Qui impacte d'ailleurs beaucoup de choses, y compris l'accès aux services. Après tout, pourquoi dépenser des milliards pour alimenter des douars qui ne vont plus exister? Hein? Vous faites des adductions d'eau, là il n'y a pas d'eau. Ça pose la question après, la pression humaine sur le territoire, comment on la mesure, et à quel moment c'est pas la peine de s'embêter à essayer de lutter contre ces phénomènes locaux. Moi je crois, et en plus moi je crois que l'immigration rurale est un phénomène positif, que l'urbanisation est un phénomène positif, que ce pays peut nourrir 40 millions d'habitants, 60 millions d'habitants sans problème sur une bande de 40 km du littoral. Les gens s'affolent quand je dis ça. Je vais être pour le Maroc utile, le Maroc inutile. On n'est pas en train de plaider pour le Maroc utile ou inutile, on est en train de dire les changements climatiques, la mondialisation, la littoralisation, l'amélioration de l'accès aux services, ça passe par l'urbanisation. L'urbanisation, elle nous a amené la consommation des ménages, qui s'est améliorée dans les villes, elle nous a amené la baisse de la natalité, n'est-ce pas? Et elle a amené les fortes croissances du début des années 2000. Les années 2000, les fortes croissances, c'est l'aubaine démographique. C'est la population. Moi, je me rappelle une époque où vous n'avez pas connu, où on disait 50% de la population en moins de 15 ans. C'est terminé. Ça veut dire qu'on avait une énorme petite locomotive et beaucoup de wagons à tirer. Depuis les années 2000, tout ce qui a été fait depuis de nouveaux règles, on a une force active dans la population qui est largement supérieure aux éléments inactifs. Et ça ne va pas durer, parce qu'il y a des vieux qui arrivent. C'est pour ça qu'on appelle ça aubaine démographique. Hein? Ces phénomènes, ils concernent les villes. Et les conseils communaux doivent s'intéresser à ces questions. Mais un élu, il est instituteur, il est médecin, il est avocat, il est dirigeant de club de foot. On ne va pas lui demander toutes ses compétences, que moi d'ailleurs je n'ai pas. Et je sais qu'il y a des gens qui sont capables, et en particulier l'université. Quels sont les liens entre le conseil communal et l'université? Et combien de fois la ville interroge les universités sur des questions urbaines, alors qu'il y a une connaissance, il y a des études. Voilà. Je suis sûr que l'université de Casablanca a plus d'informations sur l'immigration rurale et l'immigration étrangère que le conseil de la ville. Voilà. Donc rajouter au conseil les instruments modernes de contrôle et de planification, les comités, les plans d'audit. Il n'y a pas de plan d'audit décidé par la ville chaque année, je ne crois pas. Comité de développement et des risques, comité de gouvernance et des risques, tableau de bord. C'est des choses que dans une boîte on sait faire, et qu'un conseil de la ville doit apprendre à faire. Et je ne suis pas parti ici, ça veut dire qu'à ce niveau-là, même le conseil de la ville doit avoir sa propre équipe de technocrates, de gens compétents, capables de l'aider à faire ça. Et redonner un directoire d'adjoints présidé par le maire et pouvoir exécutif de gestion de la commune et des services. Doté sur le directoire de technocratie municipale compétent, accélérer les projets de refonte de la fiscalité locale et de la digitalisation de l'administration. Le projet de refonte de la fiscalité locale, c'est une très bonne nouvelle. Et c'est la DGI qui va être chargée, n'est-ce pas, de cette opération avec la TGR, très bien le faisant déjà. Et là, je pense que ça va amener à assainir la fiscalité locale, parce que les complexités, les aberrations dépassé et surtout une meilleure collecte, d'ailleurs une meilleure émission et une meilleure collecte des impôts. Et puis élaborer le cahier des charges explicitant les niveaux de services dus aux citoyens sur les nouvelles des services minces accordés par les sociétés à leur production. Donc la question c'est bien de moderniser la gouvernance locale. Mais ce n'était pas le plus important. Ça, je suis encore, je modifie l'organisation, mais je suis encore dans la situation où j'améliore le quotidien. Mais je n'ai pas touché les compétences. Pas toucher les compétences. Par contre, ça c'est important. Réévaluer et redéfinir les compétences locales. Donc il faut avoir l'objectivité, peut-être le courage politique, de revenir sur la liste des compétences communales fixées par la charte communale 76 et les textes qui l'ont explicité à l'époque. Donc on a une
la création des sociétés régionales de multiservices, c'est un pas. Nous avons dit, la distribution par les communes, j'oublie. Ce n'est plus un pouvoir au niveau, c'est plus une compétence au niveau des communes. Également, c'est plus compliqué que ça, parce que ces fameuses sociétés devront avoir des accords avec les communes et tout. Donc on ne s'est pas encore prononcé pour dire voilà quelque chose qui était dans la charte de 76 à cause de la compréhension à l'époque du principe de subsidiarité. Qu'est-ce qui est du niveau du commune, qu'est-ce qui est du niveau dessus. Maintenant, on remet les choses à plat et on examine chacune de ces compétences pour dire dans la vie moderne, la mondialisation, la libéralisation, je vais en parler, le recours au secteur privé pour mieux faire des activités opérationnelles que l'administration, tout ça doit amener à repenser totalement la liste des compétences propres des communes. Et la loi création des SRL, ça va dans ce sens-là. Il ne s'agit pas de dénier le principe de libre administration, mais d'appliquer le principe de subsidiarité en réévaluant le niveau optimal où se situe le meilleur cadre de mise en œuvre des compétences sectorielles. Vous savez que dans les années 90, l'Intérieur a essayé de faire en sorte que l'éducation primaire, l'école primaire, soit du ressort des communes. Mais c'est une tentative qui a vite échoué. Et on s'est rendu compte très vite qu'on ne pouvait pas confier aux communes l'école primaire. C'est toujours pas le cas. Et donc on est revenu sur cette idée que la subsidiarité voudrait que l'école primaire soit à la charge des communes. Et on est revenu en arrière en disant non, on va faire au niveau de l'État, parce que c'est le meilleur niveau de gestion. D'autre part, il y a ce mouvement qui est mondial, qui s'appelle Europe, avec une économie de plus en plus structurée, de plus en plus diversifiée, ce qui a conduit l'État central à confier au marché, par la privatisation des activités des avant monopole, n'est-ce pas, cette libéralisation, ce mouvement de libéralisation, il devrait conduire à la fin de l'organisation communale de certaines activités. Alors, je les ai cité quelques-unes. L'abattage municipal, c'est déjà le cas. C'est un vrai problème, ça. Les viandes marocaines ne pouvaient pas se vendre à l'étranger parce que l'abattoir de Casablanca, qui avait un agrément européen d'exportation des ventes, a vu cet agrément être supprimé en 86-87 parce que le contrôle de l'Union européenne a conduit à dire que cet abattage municipal ne se faisait pas dans les normes acceptables par l'Union européenne. Oui, ça a conduit une chose pour la ville. La ville a décidé de faire la gestion déléguée des abattoirs municipaux. Et elle a fait un appel d'offres où elle a demandé à un opérateur de venir construire des abattoirs modernes et les exploiter. Les exploiter de manière moderne. De manière moderne, c'est quoi? C'est que vous venez avec votre vache, vous la laissez à l'entrée, ils mettent un code-barre sur la vache, et vous sortez à la sortie des paquets enveloppés avec le même code-barre, n'est-ce pas, que vous achetez sans trop savoir de quelle vache ça vient. Et les chevillards, donc les gens qui achètent la viande aux abattoirs, n'ont pas accepté. Et très vite, l'entrepôt de stockage des carcasses, qui pour permettre aux carcasses de devenir de la bonne viande et de pouvoir être exportée, a été transformé de hall de conservation en hall d'exposition. Voilà, je me rappelle en plus les chevillards que j'étais voyé à l'époque, ils disaient, vous vous rendez compte, on est en plein été, il fait 4 degrés, 7 degrés, et nous on est obligé d'aller choisir, parce que les carcasses, ils allaient choisir la carcasse. Ce n'était pas du tout l'esprit de l'appel d'offres initial, n'est-ce pas? Et cet abattage municipal, sous la pression de grands fermiers, qui disaient nous on achète des bêtes de très bonne qualité, et à la sortie de l'abattage municipal, comme justement il n'y a pas de conservation par le froid, dire que la bête n'est mise au frigidaire que chez le boucher. Mais je ne plaisante pas. Ce qui fait qu'il faut la vendre dans les 3 jours, et qu'elle est dure comme de la semaine. Donc mettre de la viande d'excellente qualité ou mettre de la viande de mauvaise qualité, ça finissait par le même produit. Et donc les grands fermiers qui mettent des viandes de qualité pour les touristes, ainsi de suite, et ils ont obtenu du ministère de l'Agriculture, n'est-ce pas, et de l'Intérieur, que la libéralisation de cette activité. Et aujourd'hui, il y a des abattoirs privés. Maintenant, il faut aller un peu plus loin peut-être. Peut-être qu'il faut imposer aux villes la gestion déléguée ou la cession de ces abattoirs. Cession de ces abattoirs, dans une grande ville, on peut avoir plusieurs abattoirs concurrents. Ça peut être une gestion déléguée, mais que ce soit plus des fonctionnaires municipaux qui font l'abattage. C'est autorisé aujourd'hui, les villes le font, la Casablanca a essayé de le faire, pas réussi, mais ce n'est pas une obligation. Une ville comme Le Hajj, Ouazrou, peut très bien avoir son abattoir à elle, municipal, par des fonctionnaires municipaux, dans des conditions d'hygiène qui
qui sont ce qu'elles sont, avec des habitudes. Ça ne fait pas de la viande une viande, comment dirais-je, impropre à la consommation, mais ça fait une viande de mauvaise qualité. Et de passer à la gestion déléguée avec les cahiers des charges en disant oui, dans 5 ans, vous avez les abattoirs, les marchés municipaux, les gares routières, les cimetières, les stades, les théâtres, n'est-ce pas? On vous donne une certaine période pour que vous passiez à soit la libéralisation, soit la gestion déléguée, n'est-ce pas? Mais qu'on enlève le caractère municipal. Et une gestion déléguée, le problème c'est que même si c'est une obligation, ça ne signifie pas, cette libéralisation, qu'on évacue le principe d'une subvention. Il y a des activités qui ont besoin d'une subvention. Un théâtre, ça n'est pas stand-alone, ça ne peut pas fonctionner, ça n'existe pas des théâtres dans les villes qui vivent de la vente des billets. Il faut une subvention municipale. Mais les théâtres privés ont un mécanisme d'accès aux subventions municipales. Donc la libéralisation ne signifie pas, comment dirais-je, économiser sur le budget de la ville, mais ça signifie une efficacité meilleure, quelquefois des subventions supérieures au budget actuel, parce que les budgets actuels ne fonctionnent pas. Parce que les budgets qui sont attribués par les villes à certaines activités ne fonctionnent pas. C'est le cas. Alors, on a 2 exemples. On a les bus et on a le tram. Le tram, volonté imposée d'en haut, en prenant une partie de l'investissement en charge. Ça ne va pas suffire. Moi, je pense que ça ne va pas suffire. Et ce n'est pas le modèle qui a été fait pour le tram, et le modèle pour le tram est meilleur. Vous avez quelqu'un qui opère au nom de la ville, qui est payé pour ce qu'il fait, le nombre de bus, le nombre de kilomètres qu'il fait. Là, vous savez que dans le contrat entre Casa Transport et RATP Développement qui gère le tram, la ponctualité est un des paramètres qui fixe la facture qui est payée à l'opérateur. Est-ce que vous imaginez que la RATC, quand elle existait, il y avait quelqu'un qui s'intéressait à la ponctualité des bus? N'est-ce pas? Dès qu'on est passé à l'opérateur privé qui a dit moi, parce que si vous m'avez dit tu prends le risque commercial, c'est-à-dire c'est toi qui vends, et c'est avec ce que tu vends que tu te payes, n'est-ce pas? Personne ne pourra après exiger de lui la propreté des trams qu'on a voir et sa ponctualité. Donc le tram, c'était imposé d'en haut, manifestement. Mais et chaque année, quand ils doivent mettre le budget pour financer le tram, ils doivent tordre la figure, parce que c'est beaucoup d'argent. Mais en échange, on a un système de tram qui fait honneur à la vie. Quand je prends le tram, je peux vous dire, c'est plus propre que notre parc. Et j'ai parlé avec le patron de ceux qui opèrent. Mais tous les matins, notre tram sort du dépôt comme neuf. Est-ce que vous vous rendez compte de l'organisation que ça signifie? Et c'est la ville qui paye. Mais ça fait partie des voilà. Donc j'ai fini, je pense. J'ai fini mon exposé. J'ai mis combien de temps?